Eh bien, bonjour à toi. On voit énormément de pays adopter le Bitcoin comme monnaie officielle du pays. Mais alors, la crypto est-elle réellement une monnaie? Le premier critère, c'est que la monnaie doit inspirer une confiance. Les utilisateurs de cette monnaie ont besoin d'avoir confiance en elle pour l'utiliser quotidiennement. Parce que qui dépendrait d'une monnaie qui a une valeur instable? Personne. Donc bien évidemment, il faut qu'il y ait une réelle confiance en cette monnaie. Une petite anecdote, les premières monnaies étaient indexées à l'or. Ça veut dire que, en gros, une pièce représentait peut-être 1 gramme d'or. Désormais, ce n'est plus le cas. L'or a été remplacé par le gage de confiance du public. En fait, la valeur de ta monnaie réside réellement sur la confiance du public. Si plus personne n'a confiance en cette monnaie, eh bien, elle risque de s'écrouler. Et c'est certainement le premier pilier, c'est la confiance. Aristote a défini la monnaie en 3 grandes fonctions. La première, c'est elle doit prétendre à être une unité de compte. Je m'explique, elle permet de mesurer la valeur des échanges de biens et de services ou d'actifs. Le deuxième, c'est elle doit être une réserve de valeur. Donc, elle doit permettre de stabiliser le pouvoir d'achat dans le temps. Il faut que la monnaie garde la même valeur ou à peu près pareil pour justement que tu ne perdes pas de valeur dans le temps ou très peu. L'immobilier, par exemple, est une réserve de valeur, car tu peux acheter un bien immobilier et le revendre dans une vingtaine d'années sans perdre forcément une énorme somme. Elle doit être aussi, en troisième critère, un intermédiaire d'échange. La monnaie peut être échangée contre n'importe quel bien, service ou actif ou autre. Elle facilite donc le commerce. En deuxième point, en deuxième grand chapitre, j'ai pris la régulation d'une monnaie. Comme l'a dit Aristote, une monnaie se doit être une réserve de valeur. Elle doit donc garder la même valeur dans le temps. En termes professionnels, la régulation d'une monnaie est appelée la politique monétaire. Alors, comment garde-t-elle sa valeur constamment? Déjà, on peut jouer sur le nombre de monnaies en circulation. Si on injecte de la monnaie en circulation, la monnaie perd de sa valeur, ce qui provoque l'inflation. Mais l'inflation, c'est quoi réellement? Imaginons que tu achètes une place de cinéma à l'heure actuelle à 10 € et qu'elle subit 20% d'inflation, donc 20% d'augmentation. Elle passera donc à 12 €, et bien ta place aura eu une inflation à hauteur de 20%, tu paieras plus cher pour le même service. L'inflation est le fait de perdre de la valeur à une monnaie. Elle appauvrit les ménages qui l'utilisent et ils perdent donc en pouvoir d'achat. Bien évidemment, l'inflation est inévitable. En Europe, on a un objectif d'être régulé à hauteur de 2% par an, pas plus. Mais alors, comment est-elle régulée réellement ? Il existe 2 grandes méthodes. La méthode conventionnelle, le taux directeur, parce que continuellement, les banques centrales prêtent de l'argent, prêtent de la liquidité au niveau des banques pour se répercuter ensuite sur les ménages qui vont prendre des prêts. Et du coup, le gros taux des banques centrales s'appelle le taux d'intérêt. Donc, bien évidemment, ils peuvent jouer sur ce taux. Quand le taux directeur est bas, les taux d'intérêt sont bas, donc il y a une incitation à la consommation au niveau des ménages. Étant donné que la demande devient plus forte que l'offre, cela provoque une hausse du prix, donc une hausse de l'inflation. À l'inverse, quand le taux directeur est haut, il y a peu d'emprunts, l'offre est plus grande que la demande, cela diminue le prix et baisse l'inflation. Et en dernier lieu, c'est les méthodes non conventionnelles. Il y a par exemple, en premier, le guidage prospectif. C'est le fait de donner des indications sur le taux directeur. Par exemple, cette année, ça va être un peu plus, cette année, ça va être un peu moins. Donc, les gens vont réellement s'adapter à la situation et prendre peut-être un peu plus cette année. Et là où le taux directeur est beaucoup plus haut, ils vont en prendre un peu moins. C'est pour justement inciter les gens à s'adapter à la situation et les emmener là où on veut. Donc le guidage progressif est non conventionnel, mais il peut être utilisé. On a aussi l'assouplissement quantitatif. Le rachat des obligations d'État à un prix avantageux, parce que ta banque a justement des obligations d'État. Pourquoi il investit dans ces obligations d'État? Eh bien, c'est un investissement très peu risqué. Et du coup, vu qu'on va lui racheter ces obligations d'État, il va avoir de la nouvelle liquidité qu'il pourra prêter et cela répercutera sur de nouveaux prêts. Et du coup, ça permet de relancer l'économie. En troisième grand chapitre, j'ai pris les limites de la monnaie. Si tu as déjà voyagé, tu as dû échanger ta monnaie contre celle du pays où tu voyages. Donc, il est plus difficile de connaître la valeur réelle de ton achat quand ce n'est pas ta monnaie, on est d'accord. Et en plus de ça, ils sont surexposés à des frais. Les taux de change
eh bien tu vas payer des frais pour changer ta monnaie en une autre monnaie. Ceci est un frein pour le commerce international. La force de la crypto est qu'elle est peu taxée à l'échange et qu'elle peut être commercée dans le monde entier avec le même actif. Sur la même crypto-monnaie, tu pourrais commercer dans n'importe quel pays si elle l'accepte. Donc tu n'as plus cet échange monétaire à faire quand tu voyages. En 4e chapitre, j'ai pris la situation des pays qui adoptent la crypto-monnaie. On a encore très peu de données vu que sur le long terme, on est à 7 mois d'adoption sur les plus vieux pays. Donc on a très peu de données encore pour étudier sur le long terme. En revanche, on a vu de nombreux commerces accepter le Bitcoin dans ces pays, mais aussi il permet d'optimiser les échanges internationaux. Je m'explique. En gros, en général, ce sont des pays où ils envoient des familles pour travailler dans des pays qui ont des plus gros salaires. Eh bien, ces gens-là vont envoyer une redevance à leur famille qui leur permettent de mieux vivre dans le pays moins développé. Et du coup, ils sont taxés à hauteur de ce qu'ils envoient. Et le Bitcoin a permis de ne plus être taxé sur cette redevance familiale où il est justement très peu taxé. Donc ça permet de faire vivre encore plus l'économie et d'inciter ces échanges internationaux. Ils ont pu voir aussi des gens, pas forcément dans le système bancaire de base, ouvrir des comptes, ce qui a permis d'enlever un peu cet argent liquide et de diminuer bien évidemment les fraudes. Il fallait aussi que je mette en avant que certains habitants ont bien évidemment peur de la volatilité. La cause, c'est réellement le côté spéculatif de la crypto-monnaie qui fait justement respirer les marchés et forcément ça fait un peu peur au niveau des habitants qui l'utilisent sur cette volatilité. Donc du coup, qu'est-ce qu'on pourrait en conclure? Les crypto-monnaies sont transparentes et limitent énormément les fraudes qui peuvent s'effectuer en général sur de l'argent liquide. Elles facilitent l'échange international, elles enlèvent cette barrière qui existe, qui casse un peu cette barrière commerciale et ça facilite les échanges internationaux. Si je reprends les dires d'Aristote, la monnaie doit reposer sur 3 grands principes. D'être une unité de compte, on peut facilement transformer nos achats quotidiens en crypto-monnaie. Là où est sa faiblesse, c'est réellement sa volatilité. Sa volatilité qui ne facilitera pas bien évidemment le contrôle de l'inflation qui est fait tous les ans. Les moments de respiration aussi se feront ressentir sur le budget des ménages. Le deuxième point, c'est qu'il doit être une réserve de valeur. Là, on est sur un très gros point fort parce que même des personnes novices investissent dans la crypto pour justement consolider une épargne, donc on est réellement sur une réserve de valeur. Et en dernier point, il doit être intermédiaire d'échange. C'est aussi un bon point pour la crypto-monnaie qui est déjà utilisée dans de nombreux commerces et la liste va s'agrandir de jour en jour. On verra de plus en plus de commerces les accepter. En conclusion, la crypto-monnaie est même plus forte que la monnaie fiduciaire sur certains points comme la transparence des transactions et la traçabilité. En revanche, l'un des gros inconvénients, c'est que personne ne peut intervenir sur le total supply. Et en période d'inflation, elle risque de ne pas être contrôlée. Donc on n'a pas réellement ce pouvoir qu'on a sur les monnaies habituelles pour justement intervenir sur le taux d'inflation tous les ans. On comprend aussi les inquiétudes des personnes qui n'ont pas l'habitude de détenir des crypto-monnaies, mais en tout cas, elle répond aux critères qui sont établis pour être une monnaie. Certainement encore à peaufiner, comme la maîtrise de l'inflation. Voilà, si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en zone commentaire, à liker et à t'abonner. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.